Terre à Terre, le magazine de l'environnement. Ce matin, on se dirige vers un tribunal international des droits de la nature en compagnie de Valérie Cabanès. Valérie Cabanès, vous êtes juriste, spécialiste en droit international, droit humanitaire et droit de l'homme. Et vous êtes une des personnes à l'origine d'une initiative tout à fait étonnante à plusieurs points de vue. D'abord parce qu'elle était assez inattendue et puis parce qu'elle a immédiatement soulevé un enthousiasme qui montre qu'elle arrivait à point nommé. Il s'agit en fait de réfléchir à un droit, à l'écriture d'un droit de la nature. Alors, vous êtes porte-parole d'un mouvement qui s'appelle End Ecocide on Earth, ce qui signifie cesser l'écocide sur la Terre. Donc peut-être que vous pourriez commencer par retracer votre parcours à vous et ensuite on réfléchira ensemble à ces questions que vous soulevez. En fait, je suis militante dans le cadre de la solidarité internationale depuis que j'ai 20 ans, depuis le début des années 90. J'ai parcouru 40 pays, j'ai travaillé beaucoup donc dans les pays du Sud, dans le cadre de la solidarité internationale, pour des femmes victimes de trafic humain, pour des personnes handicapées de guerre à la frontière pakistano-afghane, pour des enfants des rues, pour des populations en quête d'autosuffisance alimentaire. Et il est vrai que, à travers ces différentes expériences, j'ai pu réaliser à quel point le monde occidental était dans une démarche de prédation des ressources et qu'il était extrêmement difficile finalement de sortir de la pauvreté ces populations si, du même coup, nous détruisions en parallèle leur environnement. Alors, c'est étonnant, Valérie Cabanès, parce que vous parlez de la prédation sur les ressources, mais dans ce que vous évoquiez, j'entendais l'abus sexuel, la guerre, la misère. Est-ce que là encore, vous pensez que l'Occident est responsable de tout ça ? J'étais en 1994 à Quetta, quelques centaines de kilomètres de la frontière afghane, et j'ai pu voir les talibans envahir l'Afghanistan avec l'aide des services secrets pakistanais, des Saoudiens et des Américains, qui ont été en fait formés pour envahir l'Afghanistan, pour pouvoir sécuriser finalement le pays, afin de faire passer des oléoducs et des gazoducs pour rejoindre la mer Caspienne. Et c'est vrai que je ne peux que constater encore aujourd'hui, il suffit de regarder la crise syrienne, elle a démarré sur 3 ans de sécheresse, elle a déplacé 1 million de personnes de zones rurales vers les banlieues de Damas. De là est partie les premières révoltes en collaboration avec les réfugiés irakiens, parce qu'ils n'étaient pas aidés par le régime de Damas. Et on voit aujourd'hui ce que les enjeux géopolitiques finalement engendrent. Et on peut imaginer demain, au vu du changement climatique, de la pression que cela va faire peser sur les écosystèmes, la désertification qui est en cours, la baisse des ressources alimentaires, la baisse des ressources marines. Nous avons perdu 90% des poissons dans la mer. L'océan s'est acidifié de 25%. On compte aujourd'hui, pour 2020, 20 millions de déplacés climatiques d'Afrique subsaharienne, au moins 250 millions dans le monde. Et la toute dernière étude, qui est basée sur des publications non diffusées du GIEC, qui a été médiatisée par Christian Head la semaine dernière, parle d'1 milliard de déplacés climatiques d'ici 2050 si nous maintenons les émissions de gaz à effet de serre telles que nous les connaissons aujourd'hui. Ce qui veut dire qu'une personne sur 7 sur Terre va devoir quitter son lieu de vie. Vous imaginez quelle menace cela fait peser sur la paix et la sécurité humaine. Donc là, en effet, vous montrez bien l'enchevêtrement des problèmes et des questions. On va revenir à votre parcours. On vous a laissé donc prenant conscience de tout ça et vous parliez de la prise de conscience de la prédation du monde occidental sur le reste de la planète. Donc à ce moment-là, c'est là que vous avez créé End Ecocide ? Alors ça s'est passé un petit peu avant. Je suis partie pour faire une thèse en anthropologie juridique au sein d'une réserve indienne au Québec, chez le peuple Innu. Et j'ai découvert un peuple donc qui avait une espérance de vie inférieure à celle des Afghans, 48 ans d'espérance de vie, un taux de suicide astronomique, des diabètes, une dépendance à l'alcool, une dépendance à la drogue. Et face à eux, une compagnie d'État, Hydro-Québec,
avec le projet de construire un immense barrage sur la dernière grande rivière sauvage du Québec, de la forêt boréale. Et j'ai vu les négociations entre ce peuple et cette entreprise. Et là, je me suis dit, on est vraiment face à un symbole. On est face à un symbole, d'une part, d'un Occident qui a coupé son lien avec la nature, qui, quelque part, en construisant ces grands barrages, coupe la vie qui circule dans les fleuves et coupe la vie en général. Face à un peuple qui, lui, surtout à travers les femmes, était en train d'essayer de reconquérir sa spiritualité naturelle, qui prenait conscience finalement de cet ethnocide, c'est-à-dire un génocide culturel qui était en train d'être mis en œuvre par les autorités coloniales. Et ils m'ont aussi fait prendre conscience, elles surtout, parce que c'était surtout des femmes, elles m'ont vraiment reconnecté à ça. Elles m'ont vraiment fait sentir à quel point la sagesse des peuples ancestraux était la clé pour nous tous, pour comprendre que en détruisant les écosystèmes, on était en train effectivement de détruire la vie sur Terre et donc de détruire les conditions d'existence des générations à venir. Et c'est pour cela que les femmes Innu, donc qui cherchent vraiment à raviver la spiritualité de ces peuples pour justement sortir de leurs dépendances multiples, en particulier les jeunes, m'ont permis de vraiment saisir cette sagesse ancestrale qu'il y a chez les peuples premiers, chez les peuples autochtones, et qui nous fait défaut. En fait, il me semble que le monothéisme, et même le siècle des Lumières, nous a conduits vers une vision de notre humanité comme une humanité qui peut se permettre de dominer la nature, et la nature doit être à notre service, voire même formatée en fonction de nos besoins. Et quand on voit les dégâts qu'a causé l'ère industrielle, 150 ans de dépendance aux énergies fossiles, quand on voit aujourd'hui le changement climatique qui est déjà en place, des engagements d'État qui ne sont pas du tout à la hauteur des enjeux, il faut bien comprendre que les engagements tels qu'ils ont été posés depuis une semaine nous conduisent à plus de 3 degrés de changement climatique, ce qui veut dire concrètement une situation d'il y a 125 000 ans, quand les océans faisaient 6 mètres de plus, ce qui va redessiner la carte du monde. Là, vous parlez en fait de la COP21, puisque cet entretien que nous réalisons aujourd'hui, Valérie Cabanès, nous sommes en plein dans cette conférence sur le climat qui s'est tenue à Paris début décembre de l'année dernière. Mais je voudrais faire une remarque parce que ça m'intéresse la façon dont vous mettez dans une même phrase des mots comme spiritualité, peuple autochtone, reconnexion avec la nature, et des mots qu'on a malheureusement plus souvent l'habitude d'entendre, changement climatique, catastrophe. Il me semble qu'il y a un glissement qui s'opère depuis quelque temps. La façon dont vous parlez, il y a quelques années, ça n'aurait pas été audible du tout dans notre pays si cartésien, justement. Il me semble qu'aujourd'hui, peut-être, il y a un intérêt, une curiosité qui se sont éveillés, même si ces concepts restent d'une certaine manière un peu exotiques, un peu étranges. Oui, enfin, depuis ces 3 années où je milite dans le mouvement End Ecocide on Earth, où j'ai toujours eu un discours au départ très technique, très juridique, je me suis rendu compte que je faisais face à un déni de réalité, en tout cas par rapport à ce qui nous attend tous. Et en même temps, je me rends compte à quel point chacun, intimement, est en quête de sens par rapport à ce qui est en train de nous arriver. Et j'essaye moi-même, intérieurement, de comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que pendant la COP21, j'ai été au contact de beaucoup de peuples autochtones qui sont venus témoigner pendant le tribunal des droits de la nature. J'ai participé à la création de l'Alliance des gardiens de la Terre. J'ai aidé ces peuples à rédiger les recommandations qu'ils ont remises à François Hollande. Qu'est-ce que c'était que l'Alliance des gardiens de la Terre ? C'est une alliance qui a été créée à la demande du cacique Raoni Metoctirek Kayapo, donc d'Amazonie brésilienne, que tout le monde connaît, avec sa belle parure de plumes jaunes et son plateau labial. Et lui-même, à l'heure actuelle, il a 85 ans. Il est encore là, il revient en France à chaque fois, et il a, à un moment donné, réalisé que seul il n'y arriverait pas. Donc il a demandé, pendant la COP21,
à différents peuples du monde de se retrouver. Et nous avons pu réunir dans la mairie du 6e arrondissement un leader papou, un leader de Congo-Brazzaville, des leaders de Sibérie, mais bien évidemment d'Amérique du Nord, d'Amérique du Sud, extrêmement émouvants, et qui ont décidé donc de travailler sur un texte de recommandation pour protéger leurs droits, mais surtout en protégeant leurs droits pour protéger la vie sur Terre, parce que eux-mêmes revendiquent aujourd'hui d'être les gardiens de la mère nature. Ils s'appuient eux aussi sur des textes juridiques, ils s'appuient sur la Convention 169 de l'OIT, ils s'appuient sur la Déclaration des droits des peuples autochtones, ils s'appuient sur le texte qui a été en négociation pendant la COP21. Ils sont tout à fait conscients qu'ils doivent utiliser le jargon occidental pour se faire entendre, mais ils essayent désespérément de nous faire comprendre que si nous avons pu, en si peu de temps, entrer dans l'ère de l'Anthropocène, c'est-à-dire une ère géologique que l'homme a provoquée lui-même, qui met normalement 100 000 ans à se produire, c'est parce que nous avons rompu cette connexion qui nous permet de comprendre que nous sommes un maillon du vivant, que l'homme fait partie de la nature, qu'il n'y a pas l'homme et l'environnement. Déjà, à la base, il y a quelque chose de faussé dans cette façon d'en parler. Et le mouvement, donc, And Ecocide on Earth, qui est un mouvement au départ de citoyens européens, essaye d'intégrer dans le droit international une réforme, je dirais presque conceptuelle, presque philosophique au départ, qui est de faire comprendre que la paix et la sécurité humaine, qui essayent d'être protégées par la Cour pénale internationale, je rappelle, la Cour pénale internationale à La Haye a été créée en 2002, elle juge des crimes internationaux les plus graves, le crime de génocide, le crime contre l'humanité, le crime de guerre et le crime d'agression, c'est-à-dire les crimes qui menacent véritablement la sûreté des hommes. Essayer aujourd'hui, dans le cadre de cette Cour pénale internationale, d'intégrer l'idée que la sûreté de la planète doit être elle aussi garantie pour protéger l'avenir des générations futures. De qui est-ce qu'elle dépend, cette Cour internationale ? Alors l'intérêt de cette Cour, c'est qu'elle est indépendante des Nations Unies. Son statut a été ratifié par 123 États parties, dont de très nombreux États du Sud, dont des États insulaires qui sont aujourd'hui victimes du changement climatique. Les États-Unis n'ont pas ratifié le statut de Rome, donc ce qui veut dire que concrètement, ils n'ont pas leur mot à dire si l'on veut par exemple amender le statut. Et donc nous profitons de cette opportunité, je dirais presque stratégique, pour proposer donc à des États vulnérables de soutenir l'introduction d'un 5e crime contre la paix et la sécurité humaine, qui serait le crime d'écocide, c'est-à-dire le fait de détruire l'écosystème terrestre, menaçant ainsi les possibilités d'existence, en tout cas de façon digne, des générations à venir. C'est un terme très fort, écocide. C'est un terme très fort. Étymologiquement, éco vient du grec, oikos, la maison. Cide vient du latin, sidere, tuer. Il s'agit effectivement de tuer, de détruire notre maison commune, la Terre. Alors c'est tout à fait étonnant et intéressant de penser que c'est parce que le tribunal international de La Haye ne dépend pas de l'ONU, parce que les États-Unis ne l'ont pas ratifié, qu'il est possible d'y agir. C'est ça que vous nous dites, Valérie Cabanès. Oui, parce qu'il y a des juristes qui travaillent. On a mené une conférence pour montrer toutes les initiatives juridiques qui existent en ce moment pour justement réformer le droit international. Il y a donc des initiatives qui militent pour une charte de l'environnement. Il y a l'initiative sur la déclaration des droits de l'humanité et entre guillemets des devoirs. Le problème, si vous voulez, c'est que des déclarations ne sont pas contraignantes. Alors elles peuvent être adoptées assez facilement dans le cadre des Nations Unies parce qu'elles ne sont pas contraignantes. Mais si l'on veut effectivement pouvoir discipliner le comportement des multinationales, discipliner le comportement des États prédateurs, il faut lever l'impunité des dirigeants de ces multinationales, il faut lever l'impunité des chefs d'État quand ils commettent effectivement des dommages graves et durables à l'écosystème. Mais Valérie Cabanès, on sait par exemple que les négociations climatiques ne peuvent pas aboutir puisqu'il est inscrit justement dans les statuts de ces conférences climatiques que les États n'ont pas le droit de prendre une seule décision qui contreviendrait aux intérêts économiques de la planète. Donc,
ce n'est pas seulement que les textes ne sont pas contraignants, c'est qu'ils sont contraignants en sens inverse, c'est-à-dire ils empêchent toute prise de décision véritablement efficace. Alors, quelles sont les prérogatives du tribunal ? Est-ce qu'il a, ce tribunal international, est-ce qu'il a, lui, la possibilité de punir véritablement, comme vous semblez le souhaiter ? Aujourd'hui, il punit des chefs d'État qui, effectivement, sont accusés de génocide, qui sont accusés de crimes de guerre. Et donc, il a effectivement cette prérogative, parce que c'est une cour qui est supranationale, qui est au-dessus de la souveraineté des États. Et la proposition d'amendement que l'on a faite sur le crime d'écocide a été réfléchie de façon, justement, à contourner le problème de la souveraineté nationale. Donc, très concrètement, ces 17 amendements au statut de la Cour pénale internationale définissent l'écocide comme une atteinte grave et durable à des communs planétaires. Un commun, c'est un endroit qui, en droit, veut dire res nullius, n'appartient à personne. Le problème aujourd'hui, c'est que ces espaces naturels, comme les océans, comme les pôles, comme l'atmosphère, comme les grands fleuves transfrontaliers, comme les espèces migratrices, parce qu'elles n'appartiennent à personne, parce qu'elles ne sont pas sous une souveraineté nationale, sont en fait victimes de surexploitation. Poser dans le droit le fait que ces communs doivent être protégés, les protège de la surexploitation et donc permettent à la vie de se régénérer et donc aux écosystèmes de continuer à fournir les services nécessaires à l'humanité, parce que l'humanité, comme n'importe quel être vivant sur Terre, a besoin de manger, a besoin de boire, a besoin d'air pur, a besoin de nourriture saine. Je crois qu'on ne réalise pas que l'érosion de la biodiversité à l'heure actuelle a atteint 43%. Et nous savons scientifiquement que quand on aura atteint 50% d'érosion terrestre de cette biodiversité, nous rentrons dans une 6e extinction des espèces. Nous sommes dépendants des abeilles, nous sommes dépendants des écosystèmes en général et de leurs services. La deuxième définition de l'écocide, toujours pour contourner cette souveraineté nationale, c'est le fait de causer des dommages graves et durables à justement des services écosystémiques dont dépendent des populations humaines, voire même des sous-groupes de populations. Quand on parle de sous-groupes, on parle de minorités et de peuples autochtones. Concrètement, vous avez aujourd'hui une convention sur le génocide qui date de 1948. Depuis des décennies, il a été discuté d'inclure dans cette convention sur le génocide l'idée que l'on pouvait porter atteinte à la vie de toute une population à travers la destruction de leur environnement. Ça n'est toujours pas inclus dans le crime de génocide. Donc justement, nous l'avons inclus dans le crime d'écocide, cette notion que l'on peut tuer finalement une population à petit feu, en détruisant totalement l'environnement dans lequel il vit et surtout dont il dépend. Par exemple ? Alors par exemple, vous avez la situation de l'Amazonie brésilienne, où vous avez encore énormément de peuples autochtones qui y vivent, les grands barrages tels que celui de Belo Monte, qui assèchent totalement des boucles d'un très grand fleuve qui s'appelle le fleuve Xingu. Le barrage doit se construire autour d'un réservoir qui lui-même, en noyant la forêt, est producteur de méthane. Je rappelle que le méthane est 25 fois plus émetteur de gaz à effet de serre que le CO2. Même 100 fois dans les premières années. Voilà, et après il baisse beaucoup plus rapidement. Cela pour dire que, effectivement, ces grands barrages sont tous sauf une solution de transition énergétique. Donc ces populations-là, qui sont riveraines du fleuve, qui dépendent de la forêt et qui dépendent de la rivière, sont menacées véritablement dans leur existence à partir du moment où on assèche le cours du fleuve. Ils peuvent témoigner aujourd'hui, je les ai entendus, il y a de moins en moins de poissons, toutes les dérivations qui sont faites, et les mini-barrages qui sont en aval de ces grands barrages, assèchent les lagons, là où toute la vie se régénère. Je pense à la catastrophe qu'il y a eu fin novembre, là aussi au Brésil, de ces 2 barrages miniers qui ont cédé et qui ont provoqué une coulée de boue sur plus de 500 km, qui a détruit à 100% la vie du fleuve, sachant que ce fleuve se jette en plus dans la mer, ce qui veut dire qu'on a un double écocide. On a un service écosystémique dont dépendent tous les riverains qui a été atteint, et on va avoir une atteinte directement à un commun planétaire qui est l'océan. C'est une situation qui ressemble à celle de Fukushima. Fukushima est un écocide parce que, effectivement, il a provoqué la destruction, en tout cas une contamination de l'environnement des Japonais qui vivent autour, et en même temps est un écocide parce qu'il est en train de détruire un commun planétaire qui est l'océan Pacifique.
Cette notion de commun, elle est évidemment très intéressante, Valérie Cabanès, puisqu'elle permet de sortir de cette double difficulté. Les biens publics sont mal protégés, les biens privés sont marchandisés. Là, on parle d'une autre forme de propriété collective et donc de responsabilité collective. Et vous avez bien expliqué qu'il s'agissait de contourner les questions de souveraineté nationale, puisque de fait, les États ne sont pas nécessairement des alliés dans cette question. Néanmoins, il faut trouver qui sont les coupables ou les responsables, et il faut trouver qui va les punir et de quelle manière. C'est-à-dire qu'on n'est pas au bout du compte une fois qu'on a créé comme ça une sorte de filet de protection autour de ce qu'on veut à tout prix sauvegarder. Alors, dans les 17 amendements que nous proposons, bien évidemment, il y a la définition du crime d'écocide et il y a les modalités d'application qui sont posées, c'est-à-dire qu'en fait, vous avez dans le statut de Rome 123 articles, il y en a 17 qui doivent être amendés pour pouvoir justement traiter de la question de l'écocide, ce qui veut dire concrètement qu'il va falloir créer d'une part une chambre spéciale au sein de la Cour pénale internationale pour la question de l'écocide, parce que ça demande à des juges, ça demande à des procureurs d'être spécialisés sur ces problématiques-là, ça demande à ce qu'ils puissent s'appuyer sur des agences scientifiques, ça peut être l'Agence des Nations Unies pour l'environnement, mais ça peut être des agences spécialisées qui sont sollicitées pour aider justement les procureurs. Et nous avons aussi prévu 3 niveaux de justice. Le juge aura la possibilité, donc ce qui est complètement nouveau par rapport aux autres crimes internationaux, aura la possibilité de sanctionner des États et des multinationales en tant qu'entité morale, ce qui n'est pas le cas dans le cadre de la Cour pénale internationale actuellement, mais dans un contexte dit de justice préventive ou restaurative. Alors préventive, concrètement, et c'est très intéressant justement par rapport à la lutte contre le changement climatique, c'est d'appliquer au niveau de la Cour pénale internationale la même chose que ce qui s'est passé par exemple aux Pays-Bas en juin, où on a eu pour la première fois un verdict d'un juge contraignant le gouvernement hollandais à réduire ses émissions de gaz à effet de serre selon les recommandations du GIEC. Le gouvernement des Pays-Bas s'était engagé sur 17%. Les recommandations du GIEC sont de 25 à 40. Le juge a donné raison aux plaignants, 886 plaignants qui étaient là en action de groupe, et a demandé donc au gouvernement hollandais, au nom de leur devoir de protection de leur environnement et de leur population, de suivre les recommandations du GIEC, même si la problématique du changement climatique est globale. Ça a été une première. Il y avait déjà eu 800 plaintes dans le monde de ce type qui n'avaient jamais abouti. Depuis juin 2015, ce verdict fait boule de neige. La Cour suprême de Lahore a, elle aussi, en septembre 2015, demandé au gouvernement de créer un groupe de travail pour trouver des solutions pour respecter les engagements du GIEC, les préconisations du GIEC. Et fin novembre, le 19 novembre, un groupe de jeunes, au nom de leurs droits en tant que génération future à un environnement sain et à un air pur, a obtenu un jugement favorable dans le comté de Washington pour effectivement demander au gouvernement de faire plus d'efforts dans la lutte contre le changement climatique. Là, nous donnerions, à travers le crime d'écocide au sein de la Cour pénale internationale, la possibilité à un juge international, de façon à préserver justement la sûreté de la planète et donc limiter le changement climatique, de pouvoir imposer des mesures conservatoires sur des projets industriels qui seraient trop émetteurs de gaz à effet de serre. Ça, c'est un premier niveau de justice. Mireille Delmas-Marty, qui fait partie du groupe de juristes qui réfléchissent à cette question d'un droit de la nature, parlait de révolution copernicienne à propos de la justice prédictive, comme vous l'avez appelée. Puisque, de fait, ce qu'on sait de la justice, c'est qu'il y a présomption d'innocence jusqu'à ce que le crime soit avéré et la responsabilité du criminel prouvée. Et là, il s'agirait de condamner avant que la catastrophe ait eu lieu. Oui, il s'agirait en fait de faire en sorte que le principe de précaution qui a été posé dans l'article 15 de la déclaration de Rio devienne une norme universelle. Très concrètement, et effectivement ça va dans le sens du principe d'anticipation dont nous parle Mireille Delmas-Marty, qui d'ailleurs nous soutient très clairement aujourd'hui. Donc l'idée, si vous voulez, c'est qu'à partir du moment où des projets peuvent menacer les conditions de la vie sur Terre
et donc menacer les générations à venir. C'est là où il y a aussi ce concept du droit transgénérationnel qui est totalement nouveau. À partir de ce moment-là, un juge peut considérer qu'il est nécessaire de stopper certains projets dangereux. Qu'est-ce que le droit transgénérationnel a de particulier par rapport à ce que vous avez décrit déjà auparavant ? Le droit transgénérationnel est nouveau parce que tout le droit aujourd'hui est construit pour des hommes et des hommes vivants. Le droit transgénérationnel, c'est la prise en compte des intérêts de générations qui sont un être, qui ne sont pas encore là. C'est-à-dire que l'on puisse ester en justice au nom de ceux qui viendront. C'est quelque chose de... Effectivement, quand on parle de révolution, c'est une révolution. Mais cela montre effectivement qu'il y a une prise de conscience de la part des juristes qu'il faut s'appuyer sur les données scientifiques aujourd'hui pour reconstruire le droit de façon à protéger notre avenir commun. Et plus je vous écoute, et plus je me demande si ce sont simplement des amendements qu'il faut apporter au texte actuel, parce que là, on est en train de parler de révolution. Oui, sauf qu'on a mis 30 ans à construire la Cour pénale internationale, 30 ans à écrire le statut de la Cour. Alors vous imaginez bien, si on devait créer une Cour totalement indépendante de l'environnement et qu'on doit attendre 30 ans encore, il sera trop tard. La fenêtre de tir est de 10 ans. Donc il est plus simple finalement de s'appuyer sur la Cour existante et de créer une chambre spéciale avec effectivement des juges, comme vous l'expliquez, des procureurs qui soient spécialisés, plutôt que d'avoir à réécrire un statut en entier. On apporte un projet clé en main, très clairement. Je voudrais revenir sur les 3 niveaux de justice. Le deuxième niveau serait un niveau de justice restaurative qui existe déjà dans certains droits nationaux, à savoir imposer justement à des grands pollueurs la nécessité de restaurer le milieu naturel. Et là, vous ne parlez pas de compensation, c'est-à-dire vous ne parlez pas de faire une zone humide au milieu de la région parisienne pour compenser la zone humide qu'on aura détruite là où elle existait, par exemple à Notre-Dame-des-Landes. Exactement. Nous sommes complètement aux antipodes de ce qu'on appelle soit le marché carbone, soit effectivement la financiarisation de la nature. Vous l'aurez remarqué, nous avons parlé de commun planétaire et pas de bien commun, parce que même dans le mot bien, il y a encore cette notion de propriété. Et il faut absolument s'en affranchir intimement pour comprendre les enjeux. Non, il s'agit effectivement de restaurer les milieux qu'ils ont détruits. Quand Texaco Chevron a pollué pendant 26 ans l'Amazonie équatorienne, il s'agit de lui imposer de restaurer le milieu et non pas en plantant des forêts industrielles, mais véritablement en mettant en place ce qu'il faut pour que la biodiversité puisse de nouveau exister et se régénérer. Et puis quand on parle de justice restaurative, ça va avec la justice transitionnelle, c'est-à-dire aussi d'être en capacité de compenser, au regard de ce que les victimes considèrent comme ayant été leur préjudice, de compenser pas simplement des pertes économiques, mais des pertes culturelles, des pertes spirituelles, puisque pour certains peuples, la forêt est habitée par un esprit, la rivière est habitée par un esprit, et ce lien spirituel pour eux est extrêmement important. Et ils demandent aujourd'hui à ce qu'ils puissent obtenir parfois des pardons publics. Exactement comme ça s'est passé lors du génocide du Rwanda, ou même pendant la justice transitionnelle qui a été mise en place après l'apartheid. On est dans la même dynamique. Donc on n'est pas dans une question de compensation financière, parce que je me demandais, mais comment est-ce qu'on peut compenser la perte de l'esprit des forêts ? Non. Donc la justice transitionnelle, je ne peux pas répondre à leur place. C'est le principe même, c'est justement une négociation entre l'accusé et les victimes. Et là, ça peut prendre de multiples formes. Donc on a essayé de les imaginer de façon à ce que le juge puisse effectivement aider à cette négociation. Et puis bien entendu, le troisième niveau, qui va dans le sens d'une cour pénale internationale, c'est que pour les crimes avérés, les plus graves, il puisse être prononcé des peines d'emprisonnement pour les responsables hiérarchiques qui auraient pris des décisions, selon l'article 30 du statut de la Cour pénale internationale, en conscience des conséquences qu'ils risquaient de provoquer par leurs décisions stratégiques. Oui, de qui parlez-vous là ? Parce que finalement, jusqu'à présent, le seul exemple que vous ayez donné d'une condamnation, c'était le gouvernement hollandais. Donc on parle bien d'un gouvernement, d'un État. Est-ce que ce sont véritablement eux les premiers et seuls responsables de cet écocide ? Alors, j'ai parlé du gouvernement hollandais dans le cadre du changement climatique. Quand on parle d'écocide, on parle aussi donc de destruction d'espaces naturels, des destructions d'écosystèmes. Donc très concrètement, je vais vous donner des exemples.
Je reviens sur la catastrophe de Fukushima. Nous savons, c'est Corinne Lepage elle-même qui me l'a dit, que lors de la construction de la centrale, il avait été préconisé par les experts un mur d'enceinte du réacteur de 13 mètres de haut pour justement se prémunir des risques de tsunami. Le patron de TEPCO a délibérément choisi de ne le construire que de 10 mètres pour faire des réductions budgétaires. Là, nous ne sommes pas dans une intention criminelle, c'est-à-dire qu'il n'était pas dans l'intention de nuire à qui que ce soit, mais en tout cas, il avait conscience que sa décision pouvait avoir des conséquences extrêmement graves. Cette négligence doit pouvoir aujourd'hui être punie. Alors pourquoi ? Simplement pour que, justement, ces grands patrons prennent les bonnes décisions. Si vous n'avez pas un cadre dissuasif par le droit pénal, ils peuvent se permettre ce qu'ils souhaitent. Autre chose, ça leur donne un certain pouvoir par rapport aux grands actionnaires. Vous comprenez bien qu'un PDG, c'est pas lui qui décide tout seul. Il fait en fonction de décisions qui sont prises par les actionnaires. Et comme dans le cadre d'une association où le président a une responsabilité pénale s'il arrive quelque chose à ses bénévoles, de la même manière, un grand patron doit pouvoir, quand il se retrouve à ses actionnaires, dire « moi je ne peux pas signer pour ce projet, je ne peux pas aller forer en Arctique, parce que s'il y a une catastrophe pétrolière en Arctique et que cet écosystème extrêmement vital pour l'humanité en général est protégé par le droit pénal international en tant que commun planétaire est atteint, c'est moi qui vais payer. » Ça lui donne effectivement un positionnement tout à fait nouveau et ça permet simplement, comme dans la circulation routière, si vous avez un panneau qui vous dit que vous ne pouvez pas rouler à plus de 50 km/h, vous aurez toujours quelques personnes qui essaieront de dépasser la limite, mais la plupart du temps, vous essaierez de ralentir. C'est exactement ce que l'on demande aujourd'hui parce que aucun des procès en cours, même sur les situations les plus graves qu'on ait connues, je parlais de Chevron, mais je peux parler de Total par exemple. Quand il y a eu la catastrophe de l'Erika, Total a été condamné à 171 millions d'euros de dommages et intérêts, dont 13 millions pour préjudice écologique. C'était quand même déjà symboliquement intéressant. Cela étant dit, ils avaient fait 12 milliards de chiffre d'affaires la même année. Comment voulez-vous discipliner des multinationales par des amendes, par des compensations financières, quand elles sont toujours dérisoires au regard de leur chiffre d'affaires? Donc il faut trouver un autre système, et ce système, c'est par le renforcement du droit pénal international. À vous entendre, Valérie Cabanès, il pourrait y avoir un système de décision qui en effet disciplinerait, comme vous le dites, tous ces groupes internationaux, mais qui permettrait d'assurer une sécurité pour tout le monde. Je me posais la question en vous écoutant, est-ce que véritablement un mur de 14 mètres, ça aurait empêché ? Est-ce que véritablement, lorsqu'il s'agit d'une centrale nucléaire dans un pays qui est balayé par les tremblements de terre régulièrement, est-ce qu'il peut y avoir une sécurité ? Ou bien est-ce que ce droit empêche complètement certaines décisions ? Oui, alors Fukushima a eu lieu. Donc si vous vous retrouvez, vous auriez aujourd'hui le crime d'écocide reconnu, Fukushima est un écocide avéré. L'intérêt, effectivement, de la reconnaissance du crime d'écocide tel qu'on le propose, c'est que pour l'avenir, c'est vraiment le principe de la justice préventive qui est notre pilier. C'est-à-dire que les juges internationaux saisis par des citoyens peuvent se pencher sur une question autour d'un projet qui est en cours ou qui risque d'être réalisé, demander l'avis d'experts et décider que ce projet ne doit pas avoir lieu, et c'est là où il peut poser des mesures conservatoires de façon à éviter de se retrouver dans une situation qui est à risque. Alors c'est vrai que le monde économique n'a pas envie de voir ce type de justice préventive se mettre en œuvre. J'entends souvent dans les médias les grands patrons dire « mais vous comprenez bien que le principe de précaution, c'est le zéro risque. S'il y a un droit qui est basé sur zéro risque, alors il n'y a plus d'entrepreneuriat, il n'y a plus de prise d'initiative, il n'y a plus de progrès. » Mais toute la problématique est là. C'est ce dogme du progrès qui nous mène là où on en est aujourd'hui et qui nous conduit effectivement vers des conditions de vie sur Terre qui vont être extrêmement difficiles pour la plus grande majorité des humains. Donc moi je pose aujourd'hui la question, est-ce que ce dogme de la croissance, est-ce que ce dogme du progrès n'est pas la clé du problème, et est-ce qu'on ne doit pas aujourd'hui se poser la vraie question qui est de revenir peut-être, comme le dit Pierre Rabhi, à une simplicité volontaire
qui nous permettrait de pouvoir continuer à vivre en harmonie avec notre écosystème terrestre et ne pas avoir à terraformater Mars parce qu'on n'a plus d'autres solutions. Sur qui est-ce que vous pouvez compter aujourd'hui, Valérie Cabanès, pour vous aider à porter ce projet, puisque c'est encore à l'état de projet? Alors, il a été envoyé à 40 États déjà dans le monde. Nous avons des retours intéressés de la Bolivie, de l'Équateur, du Costa Rica, de la République démocratique du Congo-Brazzaville, bien évidemment des îles du Pacifique. Mais certains États européens, la Norvège, la Suède se penchent sur la question. Le Luxembourg, le prince de Monaco a voulu le connaître. Il a été remis entre les mains de François Hollande. C'était, je dirais, diplomatiquement intéressant, surtout pendant le cadre de la COP 21. Il a été remis par Corinne Lepage quand elle a remis fin septembre son rapport sur la Déclaration des droits de l'humanité comme étant une initiative contraignante qui aura à voir le jour et qui a été remis à François Hollande en main propre. Et il a été de nouveau remis par la délégation des gardiens de Mère Nature qui ont aussi été reçus à l'Élysée et qui ont clairement posé la nécessité de la reconnaissance du crime d'écocide. Le 29 novembre, il m'a été possible aussi de remettre ce projet en main propre à Ban Ki-moon, de façon à ce qu'il soit informé, même s'il n'a pas de pouvoir de décision, puisque au final, ce qu'il faut, c'est qu'il y ait un seul État qui porte le projet, qui le remette entre les mains de Ban Ki-moon. À ce moment-là, Ban Ki-moon est obligé de convoquer une assemblée des États parties dans l'année ou de poser sur la table d'une assemblée ce qu'on appelle une conférence de révision du statut. Il y en a une en 2017 qui est prévue. Il est obligé, à partir du moment où un État lui en fait la demande, de poser ce projet sur la table. Bien évidemment, ensuite, ce sera un round de négociations entre les 123 États parties et au final, il faut qu'il y ait 2/3 des 123 États qui votent en sa faveur, c'est-à-dire 82 États, pour qu'un projet d'amendement soit accepté au statut de Rome. Mais pourquoi Ban Ki-moon, puisque je croyais qu'on était en dehors, justement, de l'ONU? C'est la procédure qui a été mise en place dans le cadre du statut fondant la Cour pénale internationale. Il n'a pas de pouvoir de décision, il ne peut pas ramener ce projet au sein des Nations Unies, mais il fait l'intermédiaire entre les États parties. Et dans le milieu des juristes, comment est-ce que c'est reçu? Par exemple, est-ce que vous avez des contacts au tribunal de La Haye? Oui. La présidente de la Cour pénale internationale nous a demandé le texte. Donc elle l'a aujourd'hui. Le premier conseiller du procureur nous a demandé le texte, il l'a aujourd'hui. Le crime d'écocide a été discuté en novembre lors de la dernière assemblée des États parties et c'est là où la Bolivie et l'Afrique du Sud ont évoqué le fait qu'ils allaient étudier le projet. Le maire de la ville de La Haye aux Pays-Bas a lui-même, lors d'un colloque international sur la sécurité planétaire, a demandé la reconnaissance du crime d'écocide. Très sincèrement, il se passe quelque chose en ce moment. Et c'est vrai que la COP a été forcément un tremplin extraordinaire. C'était pas évident au départ, parce qu'arriver à parler de la destruction de notre environnement commun, en faisant le lien avec le changement climatique, mais tout en expliquant que nous étions en train de dépasser de nombreuses limites planétaires et pas seulement le changement climatique, c'était pas évident de se faire entendre. Mais on a eu un tel succès dans tous les événements que l'on a organisés pendant cette COP, le tribunal des droits de la nature, la conférence sur la convergence des initiatives juridiques vers un droit de la terre. En 2 jours à chaque fois, tout était plein. Je crois qu'il y a une véritable attente et je m'appuie sur cet espoir pour continuer la lutte. Alors il nous reste encore 2 aspects à voir, Valérie Cabanès, qui sont assez différents l'un de l'autre. Tout d'abord, le fait que, sans attendre que ces amendements soient traduits de manière internationale au tribunal de La Haye, il a été décidé de convoquer un tribunal Monsanto qui va se tenir en octobre 2016, précisément le 16 octobre 2016, Journée mondiale de l'alimentation. Alors, est-ce que ce tribunal Monsanto, qui donc veut juger une multinationale en particulier, s'inscrit dans le cadre de votre travail? Oui, absolument. Je fais partie du comité directeur de l'organisation de ce tribunal. Ce qui est très intéressant dans ce tribunal, je dirais que c'est une étape encore supplémentaire par rapport au tribunal des droits de la nature parce que nous avons décidé que nous allions organiser un tribunal qui va durer 5 jours avec de vrais avocats, avec de vrais juges qui acceptent donc de jouer le jeu. De vrais avocats de l'accusation et de la défense.
On a demandé effectivement à Monsanto de pouvoir venir se faire représenter. Nous ne sommes pas sûrs qu'ils accepteront. Mais en tout cas, nous jouons le jeu jusqu'au bout. Vous aurez des avocats commis d'office. Oui, pourquoi pas. L'intérêt, si vous voulez, c'est, comme dans le cadre du tribunal des droits de la nature, c'est de tester justement ces fameux amendements sur le crime d'écocide. Donc sur les 5 jours, Monsanto va être jugé selon 2 angles. Les principes directeurs relatifs aux obligations des multinationales, des entreprises transnationales, et la proposition d'amendement sur le crime d'écocide pendant 2 jours, ce qui nous permettra de démontrer aux yeux du monde que si le crime d'écocide était reconnu, Monsanto pourrait voir son impunité totalement levée. C'est vraiment l'objectif. Et comme c'est un tribunal qui a vocation effectivement à avoir une ampleur médiatique mondiale, un crowdfunding, c'est-à-dire un financement participatif, va être mis en ligne pour que des citoyens du monde entier soutiennent le tribunal et aident justement à financer la venue de ses avocats, la venue de ses juges et surtout la venue des experts et des victimes. Nous espérons vraiment avoir un retentissement international qui permette de mettre la lumière sur les divers crimes que commet Monsanto aujourd'hui, comme je le disais, en toute impunité. Et c'est intéressant de voir que ces tribunaux de conscience se multiplient, justement parce que le droit n'est plus suffisant, et donc pour démontrer qu'il faut étouffer le droit aujourd'hui, je vous annonce aussi qu'il va y avoir en 2017 un 3e type de tribunal, toujours à La Haye, un tribunal contre les gaz de schiste, qui est organisé par l'école de droit de Londres, et qui va là aussi se passer sur plusieurs jours. Donc on voit une succession d'initiatives de ce type portées par des juristes pour justement aider finalement les juges à trouver des astuces pour créer de la jurisprudence et faire avancer le droit. Et le dernier point peut-être, Valérie Cabanès, va nous faire revenir au début de l'entretien, en fait, la boucle sera bouclée, puisque vous avez prononcé plusieurs fois le mot de droit de la nature. Et de fait, on a pu entendre lors des débats et discussions qui ont présenté cette initiative, parler des droits de tous les êtres vivants, parler des droits des montagnes à être, des fleuves, de l'air à être pur. Donc là, on est dans une conception encore totalement nouvelle pour nous occidentaux. En fait, il s'agit de permettre à la vie dont nous dépendons de pouvoir se régénérer et se pérenniser. Ce qui veut dire concrètement en droit, c'est de créer finalement des obligations vis-à-vis des humains, des devoirs vis-à-vis de l'humanité, à respecter les cycles naturels de la vie et de pouvoir ester en justice au nom des écosystèmes. Alors, ça existe déjà dans certains pays du monde. C'est pas quelque chose de complètement nouveau. La Déclaration universelle des droits de la nature, qui a été proposée au sommet de Cochabamba en 2010 en Bolivie, qui a été ensuite remise d'ailleurs à Ban Ki-moon en 2012, a inspiré la constitution bolivienne qui reconnaît ces fameux droits à la nature. Mais on a dans plein de pays du monde de nouvelles formes de droits et donc de nouveaux sujets de droit. Par exemple, en Inde, les cétacés, les dauphins, sont devenus des personnes en droit. Ils peuvent être représentés en justice. En Espagne, les grands singes, aujourd'hui, ont une protection juridique et peuvent ester en justice par le biais d'associations, par exemple. En Nouvelle-Calédonie, un fleuve sacré pour des populations locales a eu un statut juridique. Vous voyez que ce n'est pas quelque chose qui n'est que dans la pensée amérindienne, par exemple. C'est en train d'émerger progressivement. Parfois, c'est le droit national qui aide à construire le droit international. Parfois, c'est l'inverse. Mais en tout cas, ce concept est en train véritablement de se construire, d'être intégré dans notre pensée occidentale de différentes manières. Regardez toute la campagne qui y a été menée en 2015 et 2014 autour de la sensibilité animale en France, sur le statut des animaux. Nous avons actuellement un mouvement qui demande à ce que, en tout cas, les animaux domestiques soient protégés dans le droit et puissent être représentés en justice. La notion même de préjudice écologique induit quelque part cela. Quand Total a été condamné pour préjudice écologique par le juge français en 2012, il s'agissait de demander à Total de restaurer
un milieu naturel dont personne ne dépendait économiquement. C'était déjà une petite révolution. Et aujourd'hui, le gouvernement est en train de réfléchir à introduire dans le Code civil la notion de préjudice écologique. Les dommages et intérêts que Total a dû payer, une grande partie d'entre eux ont été donnés à la Ligue de protection des oiseaux. La LPO a finalement esté en justice au nom des oiseaux pour pouvoir effectivement condamner Total à avoir détruit, je me souviens plus exactement du chiffre, mais je crois que c'était 150 000 oiseaux qui avaient été tués pendant cette catastrophe. Donc c'est quelque chose qui émerge. Il me semble tout de même qu'il y a peut-être un risque à amener sur le plan de la justice ces oiseaux, ces fleuves, tous ces témoins de la planète vivante. Je peux pas m'empêcher de faire le parallèle avec justement la financiarisation du monde vivant, avec cette volonté économique de donner une valeur, de coller un chiffre sur tout ce qui existe, sur tout ce qui vit, sur tout ce qui échange. Et on sait que dans le droit tel qu'il est exercé aujourd'hui, très souvent, la réparation se fait sous forme financière, justement. Et donc, est-ce qu'il n'y a pas le risque de finalement accéder à ce souhait de penser que la nature serait quelque chose de marchandisable ad vitam aeternam ? On a cherché en tout cas à éviter cela, justement dans le cadre de la justice restaurative, et en même temps à trouver une astuce pour que le fait de reconnaître ce droit à la vie des écosystèmes puisse être intégré dans un droit international qui est basé sur les droits de l'homme, en associant les services écosystémiques à des populations dont elles dépendent. Ce qui veut dire très concrètement que, dans le cadre du crime d'écocide par exemple, nous donnons des devoirs à l'humanité de protéger les services écosystémiques dont elle dépend. Et à partir de là, la justice préventive peut se mettre en place, c'est-à-dire les mesures conservatoires pour éviter des projets qui la menacent, et une justice restaurative pour, par exemple, je pense aux océans. Si l'on a effectivement perdu 90% des poissons dans l'océan, il ne s'agit pas d'aller mettre de la chaux ou du fer dans les océans pour enrayer l'acidification des océans. Il s'agit dans ces cas-là effectivement de voir comment on peut réensemencer de façon très concrète les océans et créer des zones. Il y a dans certains pays un terme qui est utilisé que finalement je trouve assez juste, des zones taboues. Ce qu'on a eu par exemple à une époque dans la zone du Pacifique, c'est-à-dire des zones qui soient sous moratoire, en particulier toutes les mangroves, toutes les zones coralliennes où la vie se régénère. Et là, si vous voulez, si vous posez dans le droit ce principe-là, de protéger les services écosystémiques dont dépendent des populations, derrière, vous mettez forcément en place des mesures qui peuvent être portées par l'UNESCO, qui peuvent être portées par d'autres organisations qui n'attendent que ça, mais qui n'ont pas justement cette possibilité parce que dans le droit international, ce n'est pas encore inscrit. Qui fait partie aujourd'hui de End Ecocide on Earth ? Alors aujourd'hui, on a d'abord des citoyens qui en fait se manifestent à travers la signature d'une pétition en faveur de la reconnaissance du crime d'écocide. Et donc pas uniquement des juristes. Quand vous dites citoyens, c'est plus large. Non, c'est un mouvement citoyen mondial, sauf qu'effectivement, au sein de ce mouvement, se sont réunis d'une part énormément d'ONG. On a plus de 120 ONG qui aujourd'hui ont manifesté leur désir de soutenir officiellement la reconnaissance du crime d'écocide. Nous ne sommes pas une ONG, nous sommes un mouvement. Ce qui veut dire concrètement que nous essayons de fédérer, au contraire, la plupart des ONG qui se soucient effectivement de préserver les conditions de notre vie commune. Donc nous avons des associations qui deviennent en fait des porte-paroles. Nous avons des personnalités internationales. En France, nous avons Nicolas Hulot qui vient de prendre position officiellement sur le crime d'écocide. À l'international, nous avons Vandana Shiva. Nous avons Marie-Monique Robin. Nous avons en France Philippe Desbrosses d'Intelligence Verte. Nous avons, je ne sais pas si tout le monde la connaît, mais Mary Robinson, qui a été prix Nobel de la paix et qui a été rapporteure des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones et des droits humains. Bien évidemment, le cacique Raoni et aujourd'hui tous les représentants de l'Alliance des gardiens de la Terre.
Et puis nous avons donc des experts juridiques, des juristes d'Australie, des États-Unis, d'Angleterre, de Suède, d'Afrique, de différents pays en Afrique, du Togo, de la République démocratique du Congo. Nous avons des personnalités comme Kumi Naidoo, qui était l'ancien directeur de Greenpeace International, qui se positionnent. Alors certains en parlent plus que d'autres, mais je pense que le mouvement est en marche, que cela va faire boule de neige, et que progressivement, chacun s'empare de cette idée pour en parler au nom de tous. Effectivement, je me nomme porte-parole du mouvement à l'heure actuelle, mais mon désir profond, c'est que il y ait des milliers et des millions de porte-parole dans le monde sur ce sujet, et que le flambeau passe de main en main.